Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une situation vraiment complexe. Le sort des migrants subsahariens au Maghreb. Oui, ils sont un peu pris entre deux feux, entre les idéaux panafricains et les politiques frontalières européennes très dures. Exactement. Et pour analyser ça, on s'appuie sur des extraits d'un document Maghreb, crise d'identité et guerre invisible des migrations. L'objectif, c'est ça, c'est de décortiquer un peu les dynamiques clés. C'est ça, la réalité face au mythe du transit, la crise identitaire, le racisme aussi, et puis le rôle de l'Europe. Un rôle déterminant, on va le voir. Alors commençons par cette image classique, le Maghreb comme simple antichambre de l'Europe. Est-ce que c'est vraiment ça? C'est une image qui arrange beaucoup de monde, mais les chiffres, y racontent autre chose. Ah oui? L'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, a montré qu'en 2024, 87% des migrations en Afrique de l'Ouest et centrale sont restées intra-régionales. Ah, donc à l'intérieur du continent, principalement. Voilà, on bouge, mais d'abord chez les voisins. La motivation, c'est surtout économique, pour 75% des migrants interrogés début 2024. D'accord. Et on parle de Burkinabés, de Maliens, d'Ivoiriens principalement. Et puis il faut dire que la traversée vers l'Europe, C'est toujours aussi dangereux. c'est dramatique. Plus de 4400 morts ou disparus en mer rien qu'en 2024. C'est énorme. Et ce qui est frappant, c'est que ce fameux transit, souvent il se transforme en installation. Une installation longue, précaire. Tout à fait, une installation un peu forcée. L'exemple d'Aïcha, cette Sénégalaise en Tunisie depuis 4 ans, qu'on trouve dans nos sources, il est parlant. Travail au noir, la peur constante des contrôles. Le rêve européen s'éloigne et elle se retrouve coincée là. Piégé, oui. Et donc, cette idée de pays de transit, au fond, c'est une fiction politique. C'est commode pour l'Europe, ça justifie l'externalisation du contrôle. Et pour les États maghrébins aussi, peut-être. Oui, ça leur évite d'assumer de vraies responsabilités d'intégration. Mais au final, ce seront les migrants qui trinquent, avec une précarité juridique et matérielle constante. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a le racisme. On se souvient du discours du président tunisien en février 2023. Ah oui, le fameux plan criminel démographique. Ça a été un tournant terrible. Amnesty International a documenté une vague de violence anti-noire juste après. Comment on explique ça? Ce discours a clairement mis le feu aux poudres, mais le problème est plus ancien, plus profond. Ce n'est pas un cas isolé. Non. En Algérie, on a des rapports sur des expulsions collectives dans le désert, dans des conditions inhumaines. Au Maroc, même si officiellement la politique se veut humaniste, Dans la pratique, c'est différent. dans la pratique, la discrimination au logement, à l'emploi, au soi, elle est là. Et ça touche aussi d'ailleurs les communautés autochtones amazirs. D'accord. Et tout ça, selon l'analyse des sources, ça prend racine dans une crise identitaire assez profonde au Maghreb. Une tension entre l'identité arabe et l'identité africaine. Un héritage complexe de l'histoire, j'imagine. La traite transsaharienne, la colonisation. Exactement. Et cette tension, elle est instrumentalisée politiquement. Comment ça? Facile, quand il y a des crises économiques, sociales, on désigne le migrant subsaharien comme bouc émissaire. Ça détourne l'attention des vrais problèmes. Classique, malheureusement. Et ça ravive des préjugés bien ancrés. On voit bien les dynamiques internes. Mais l'Europe, dans tout ça. Son rôle. Ah, l'Europe, son rôle est central. Surtout via ce qu'on appelle le refoulement par procuration. C'est-à-dire? En gros, l'Europe paye les pays du Maghreb pour qu'ils bloquent les migrants avant qu'ils n'arrivent. C'est de la sous-traitance, quoi. Avec des financements importants. Oui, conséquent. Le Fonds fiduciaire pour l'Afrique, c'est plus de 44 millions d'euros pour le Maroc. Le mémorandum UE-Tunisie, on parle de 105 millions pour la gestion migratoire. Et le lien avec les droits humains? C'est là que ça coince. Ces financements coïncident souvent avec une augmentation des violences humaines. Répression violente, expulsion sommaire vers le désert, c'est documenté. Il y a une hypocrisie assez flagrante, non? D'un côté, des politiques commerciales européennes qui peuvent déstabiliser les économies africaines, poussant les gens à partir. Oui, comme certains accords de libre-échange, type ALECA. Et de l'autre, on finance la répression de ces mêmes migrants. C'est tout le paradoxe. Sans oublier que les États maghrébins, eux aussi, jouent de cette situation. Ils utilisent la migration comme un levier de pression sur l'Europe. On a vu ça à Ceuta en 2021, par exemple. Exactement. C'est un double jeu permanent. D'un côté, on a la rhétorique panafricaine, parfois quelques mesures d'intégration de façade, comme la stratégie nationale marocaine, Et de l'autre, et de l'autre, la répression. Des lois dures comme la loi 0203 au Maroc, les expulsions massives en Algérie, la xénophobie d'État en Tunisie. C'est une ambiguïté stratégique. pour satisfaire un peu tout le monde, en fait. L'UE, les partenaires africains, l'opinion nationale. Voilà, c'est une position d'équilibriste très inconfortable, surtout pour les migrants.
Face à ce tableau quand même assez sombre, est-ce qu'il y a des formes de résistance, des lueurs d'espoir? Oui, oui, heureusement. Il ne faut pas l'oublier. La société civile et les migrants eux-mêmes, ils s'organisent. Ah oui, Par exemple, au Maroc, on a des ONG comme le GADEM qui font un travail essentiel d'accompagnement et de défense. Il y a aussi des collectifs de migrants comme le CCSM. Ils font de l'aide juridique, du plaidoyer, et en Tunisie? malgré le climat difficile. Oui, même si c'est de plus en plus dur pour ceux qui aident, des réseaux citoyens existent. Terre d'asile, le Croissant Rouge tunisien, Médecins du Monde, ils essayent de pallier les manques de l'État. Et qu'est-ce qu'ils proposent concrètement, ces acteurs de terrain? Leurs solutions sont ancrées dans le réel, dans l'humain. Ils demandent la réforme des lois migratoires répressives, bien sûr. Logique. Ils plaident aussi pour créer des voies de migration légales et sûres, une alternative aux traversées mortelles. Et surtout, de vraies politiques d'intégration. C'est-à-dire? L'accès à l'éducation, à la santé, au travail déclaré, à un logement digne. Des choses basiques mais essentielles. Les solutions humaines, elles viennent souvent du terrain, pas des calculs géopolitiques. Finalement, ce qui se passe au Maghreb avec les migrants, c'est un peu un miroir. Oui, un miroir des contradictions de la région, mais aussi des impasses de la politique européenne. Ça interroge la capacité du Maghreb à, comment dire, à embrasser pleinement son identité africaine multiple. Et ça interroge aussi la volonté de l'Europe de construire sa sécurité autrement qu'en exportant la souffrance chez ses voisins. La question reste ouverte. Et est-ce que ces voies de la résistance, de la solidarité, vont réussir à tracer une autre voie? Une voie basée sur la dignité. Ou est-ce que le rêve panafricain est condamné face aux intérêts à court terme? C'est une réflexion qui nous dépasse en fait. Ça va bien au-delà des frontières de la région.